Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très honorés de vous retrouver une fois encore sur la 98.7 pour écouter Océan Politique, une émission hebdomadaire tous les dimanches à partir de 13h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable député Cheikhou Omar Sy. Bonjour, Monsieur Sy. Bonjour, Monsieur Sy. Je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous et de partager le plateau, l'émission avec vos éditeurs et auditrices de Océan, et spécialement Océan Politique, pour pouvoir leur donner notre perception sur l'actualité politique. Merci, honorable. Je vais vous faire une brève présentation. Alors, qui est Cheikhou Omar Sy? Alors, il est le président de la plateforme de l'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes avec Liggéey Kat Yi. Cheikhou Omar Sy a fait tout son cursus scolaire au Sénégal, à l'école Massaër Niane, puis au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Après le bac, il a suivi une formation en banque assurance. Il a travaillé pour l'Institut de Gorée. Il était l'assistant administratif avant d'émigrer aux États-Unis. Un certificat en droit parlementaire et une licence en marketing communication décrochée. Cheikhou Omar Sy faisait partie de ces députés de la 12e législature qui prenaient très au sérieux leurs responsabilités parlementaires. Ils s'engagent et défendaient avec ferveur ses opinions. Vous rajoutez quelque chose, Monsieur Sy? Merci beaucoup. Et il faut dire aussi que je préside l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, aux IDEA, une structure, une association que j'ai mis en place à la fin de mon mandat en 2017, qui travaille sur les questions de bonne gouvernance budgétaire, sur les questions de gestion des ressources naturelles, pétrole, gaz, mines, et sur la formation en leadership des jeunes sur les questions aussi économiques. Je suis présentement le conseiller spécial de M. Pierre Goudiaby Atepa, que tout le monde connaît, et je suis aussi le conseiller spécial du candidat Amadou Ba. Donc voilà un peu ma carrière politique. Ok, merci pour ce que vous venez d'ajouter. Alors, Monsieur Sy, le centre de l'actualité politique est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le vote de la loi d'amnistie. Et qui parle de l'Assemblée nationale pense aux députés. Alors, ma question, quel est le rôle d'un député pour que nos auditeurs puissent... Oui, le rôle de député à l'Assemblée nationale est très important. D'abord, permettez-moi, parce que le 8 mars, nous avons vécu la journée des femmes. Tout à fait. Et donc, c'est tout d'abord un honneur pour nous de les avoir à nos côtés au quotidien. C'est le lieu aussi d'encourager, de féliciter et de vraiment... avec beaucoup d'admiration, toutes ces femmes battantes qui se lèvent le matin très tôt. Certaines aujourd'hui pour vaquer à leur occupation dans les grands centres urbains, certains qui sont dans le monde rural et qui se réveillent tout le matin et font des kilomètres pour aller chercher le bois, qui aller chercher la nourriture dans des conditions extrêmement difficiles. Et elles restent dignes, elles restent debout et elles contribuent énormément dans notre société. Je crois que le 8 mars, c'est le droit des femmes, mais l'année tout entière est dédiée aux femmes. Parce que elles sont les piliers fondamentaux qui nous retiennent dans notre société et qui sont essentiels pour notre bien-être et pour l'amélioration de notre cadre de vie.
Donc, on leur rend hommage. Merci. Maintenant, pour l'Assemblée nationale, c'est une institution avant tout qui sert de voix du peuple. Parce que les députés sont élus pour représenter le peuple, pour transmettre le message du peuple, mais pour, au-delà de tout, défendre l'intérêt de la nation, l'intérêt de la République. Il s'avère seulement que notre mode de scrutin ne permet pas une élection directe des députés. Donc nous avons un mode où c'est le président de la République ou le chef de parti qui choisit les députés sur la liste nationale ou proportionnelle. Et de ce fait, ça complique plus ou moins la liberté d'agir des députés. Okay. En tout état de cause, le député au sein de l'Assemblée nationale, même s'il est élu de ce mode de scrutin-là, a la liberté de s'exprimer sur les sujets politiques, économiques et sociaux qui impactent la population. Tout à fait. Il a le devoir aussi moral d'être aussi objectif que possible pour être dans les dispositions d'accompagner l'exécutif à comprendre les doléances des populations. De ce fait, quand ils prennent des lois ou quand il y a des propositions de loi et des projets de loi, le député doit prendre beaucoup de recul pour regarder l'impact de cette loi-là sur l'avenir du pays. C'est important. Et c'est important. Il ne faut pas que l'action que nous portions dans le moment, dans le présent, nous omnibule au point où nous ne projetons pas des impacts de nos lois sur les générations à venir. C'est pourquoi toute loi qui est prise à l'Assemblée nationale doit être mesurée à sa juste valeur et voir aussi à quel stade, à quel niveau cette loi-là peut avoir des conséquences positives ou négatives pour les populations. Ok, ça c'est clair. Alors, est-ce que les députés qui sont à l'Assemblée nationale savent véritablement leur rôle si on sait que s'il s'agit de rythmer la vie de l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif qui ordonne? Oui, bon, vous savez, l'exécutif tel que notre régime est aujourd'hui assis, c'est un régime présidentiel très fort. D'abord, que ce soit le judiciaire ou que ce soit aujourd'hui le législatif, ils ont sous la coupole de l'exécutif. Et c'est pourquoi, vous voyez, on parle plus de projets de loi que de propositions de loi. Tout à fait. La plupart des lois, des fois, quand on parle de propositions de loi, ce sont des lois controversées que portent les députés. Mais les propositions de loi, mais les projets de loi viennent de l'exécutif. Et aujourd'hui, comme la majorité, souvent, elle accompagne le président de la République, elle ne veut pas le gêner dans le déroulement de ses politiques publiques ou dans le déroulement même de ses décisions politiques. On l'a vu récemment avec la loi de l'amnistie, qui a été une loi qui a été votée récemment, mais qui a été beaucoup décriée par le peuple sénégalais. Tout à fait. Une loi très controversée, une loi où même les gens pour lesquels on a eu à voter cette loi-là n'ont pas voulu la voter. Et en l'occurrence, l'ex-Pastef, ça a créé. D'ailleurs, on reviendra sur ça. Et on a vu que c'est la majorité essentiellement qui a voté cette loi-là. C'est un désir du président de la République, malgré le fait que pendant 4 ans, pendant 4 ans, on a vécu une situation extrêmement difficile dans ce pays, où des personnes ont perdu leur vie, plus d'une 50aine, où aujourd'hui il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu des biens matériaux, des biens immatériaux, tout le stress psychologique qu'on a mis sur les étudiants, sur les élèves, sur les parents, sur les femmes, sur notre économie, mais aussi sur nos forces de défense et de sécurité. Et à la fin, les politiques se lèvent et disent, pour une question de réconciliation, il faut maintenant une loi d'amnistie, oubliant aujourd'hui tous les torts qu'ils ont causés à des personnes qui ne sont ni politiques, ni engagées dans le domaine de la politique, qui payent les impôts normalement et qui se retrouvent dans des situations où ce sont les acteurs politiques seulement qui ont des problèmes. À mon avis, le Sénégalais lambda n'a pas de problème avec son autre homologue sénégalais.
que vous soyez de l'ex-Pastef ou que vous soyez de l'APR, de Benno Bokk Yakaar ou de Agir ou de Mouvement Prêt ou de quelques coalitions, les gens ont tendance à débattre sur la politique. Tout à fait. Mais quand on voit des scènes de violence, c'est parce que des fois, l'État impose une situation à l'opposition et cette opposition est obligée de trouver les moyens de se défendre. Et ça, pendant 4 ans, on l'a vécu, à tort ou à raison, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement sur les acteurs qui ont aujourd'hui causé du tort. On s'est levé, on les a laissés partir sous le prétexte d'une réconciliation et de la paix. Mais les Sénégalais déjà vivaient dans la paix. Donc c'est pas de notre faute, c'est la faute des acteurs politiques. Tout à fait. Alors, mais il arrive des moments, l'opposition veut soumettre certaines questions relatives à des dossiers précis où elle interpelle le gouvernement. Alors, si ça n'arrange pas l'exécutif, alors il est très difficile que l'Assemblée nationale puisse avancer et que les députés effectuent leur travail, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, les députés sont plus ou moins contraints de suivre la ligne de leur parti. La liberté des fois des députés leur coûte cher quand même. Parce que quand le député sort de la ligne du parti, plus ou moins il est sanctionné. De ce fait, quand on amène des lois comme celles qu'on a vécues récemment, les députés, malgré eux, ils doivent peser entre la fidélité qu'ils ont envers le président de la République et la nécessité aujourd'hui d'essayer de le défendre auprès du peuple sénégalais. Mais est-ce qu'ils sont là pour le président de la République ou bien ils sont là pour le peuple? Oui, je vous l'ai dit au début, c'est le mode de scrutin qui pose ce problème-là. Parce que pour moi, la liberté du député doit être garantie. Parce qu'il, comme je l'ai dit, il représente le peuple. Donc avant même de se référer au président de la République, ils doivent se référer au peuple sénégalais. À ce qu'ils veulent et souhaitent aujourd'hui que ce peuple-là, que le souhait du peuple sénégalais soit exaucé à travers la représentation parlementaire. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ok. Et est-ce qu'il y a un jeu démocratique dans cet hémicycle-là? Mais vous savez, au-delà de voter le budget, de voter des lois, l'Assemblée nationale est une instance éminemment politique. Parce que s'y retrouvent les partis politiques et les coalitions de partis et les mouvements politiques. Donc forcément, il y a le jeu politique. La majorité, quand on parle de majorité, ça veut dire du parti au pouvoir. Quand on parle de minorité, on parle généralement de l'opposition. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale presque qui a été 50-50. Mais on a vu que les gens, ou la grande coalition qui est arrivée à l'Assemblée nationale pour la première fois de l'histoire du Sénégal, ça veut dire la coalition Yewwi Wallu, elle est allée dans tous les sens selon l'intérêt des partis ou des coalitions. On a vu Wallu aujourd'hui aller avec le parti au pouvoir dans le vote qui concernait aujourd'hui la loi pour le report des élections. On a vu Wallu soutenir, ou le parti au pouvoir soutenir Wallu dans la mise en place de la commission parlementaire. On a vu une partie de Yewwi avec Tahaou qui a voté contre l'amnistie. Vous voyez, donc il n'y a pas eu une réelle coordination entre les enjeux, les enjeux liés à aujourd'hui aux élections, les enjeux liés aux postures politiques des uns et des autres font que les députés vacillent et sont obligés plus ou moins de s'adapter aux jeux politiques. Ok. Alors, si la plupart on assiste que le pouvoir exécutif met une pression sur le pouvoir législatif pour voter une loi. Alors, dans ce cas, peut-on parler du fonctionnement normal des institutions, de l'indépendance, je veux dire? Les institutions fonctionnent normalement. Maintenant, c'est l'indépendance. On parle de l'indépendance totale des institutions. Des institutions, c'est ça. Mais le fonctionnement, l'Assemblée nationale, quand vous amenez une loi, que ce soit une proposition de loi ou un projet de loi, suit un parcours clair
définit et respecte le règlement de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a les décisions politiques et la posture de l'exécutif qui influencent sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est cette indépendance-là qu'il faut chercher à renforcer aussi bien au niveau parlementaire et qu'au niveau judiciaire. Parce que tous les dossiers, par exemple, prenons l'exemple de la justice, quand le président de la République a décidé, malgré tout ce qu'on a dit avec les forces occultes, les casses, les personnes qui sont décédées dans les Tatars, tout ça là, le président a décidé du jour au lendemain qu'il souhaite la paix et qu'il fallait libérer le maximum de détenus. Et la justice a obtempéré. En moins de 24 heures, on a vu les gens sortir. Et il n'y a pas eu de suivi sur ces dossiers-là. Et je pense que dans ce schéma, le prochain président de la République doit être encadré. Ses pouvoirs doivent être revus à la baisse et renforcer les autres institutions. Donc ça veut dire que présentement, il y a un excès de pouvoir que... Il y a plus qu'un excès de pouvoir. Il y a la dominance de l'exécutif sur les autres institutions. Aujourd'hui, heureusement que le Conseil constitutionnel a pu faire face au président de la République, mais le Conseil l'a fait dans les règles de l'art de ce que le droit a dit, et ils l'ont lu et ils l'ont appliqué. Aujourd'hui, quand ils ont pris la décision de dire au président de la République, vous devez organiser les élections, la liste qui a été arrêtée, elle est là, nous vous demandons vous quitterez le pouvoir le 2. Mais le président de la République a organisé un dialogue. À la fin de ce dialogue, le Conseil constitutionnel a dit au président de la République, excusez-moi, monsieur le président de la République, vous m'avez mal compris. Je ne vous ai pas demandé d'organiser un dialogue. Je vous ai demandé de fixer une date. Donc, on retient la date du 31 mars. Je vous ai dit que la liste est là. La liste est définitive. Je vous rappelle que vous allez quitter le 2. La seule condition, le seul problème qui s'est posé, c'est que la date du 31, c'est la date aussi où il y a, pour nos amis les chrétiens, les fêtes de Pâques. Parce qu'il y avait deux dates. Voilà, c'est à cause de ça. Avait choisi la date. Mais le président de la République, après consultation, a choisi le 24. Et le Conseil constitutionnel s'est aligné à la date du 24. Il ne faut pas oublier aussi que le président de la République, quand même, a ses prérogatives. Et ça, c'est important. Tout à fait. Alors, comme nous parlons toujours de l'Assemblée nationale, restons-y. Alors, l'actualité, on l'a brossé tout à l'heure, c'est la loi d'amnistie. Alors, je voudrais vous poser, c'est quoi une amnistie pour que nos auditeurs puissent comprendre? C'est quoi la loi d'amnistie? Une loi d'amnistie, c'est une loi qui, en fait, efface les faits. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'actions, de faits qui se sont déroulés entre 2021, mars 2021 jusqu'au 25 février 2024. Avec déjà 4 morts, lorsqu'on a repoussé les élections présidentielles. Le président de la République a décidé, de manière presque unilatérale, de dire pour avoir la réconciliation, qui à mon avis, on n'avait pas de problème, et pour apaiser l'espace public, tous ces faits-là, que ce soit au niveau national et au niveau international, sont effacés. Tous ceux qui ont commis des crimes ou des délits dans cette période-là ne peuvent plus être poursuivis pour ces délits-là. Donc c'est limité dans cette dans cette sphère de 4 ans, c'est limité. Mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'institutionnaliser l'impunité. Tout à fait. Parce qu'on dit de manière simple, et ça on le répète chaque jour en langage wolof, fi koudeya perte. Ça veut dire quoi? Pendant toutes ces actions politiques, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne sont d'aucun parti, qui ne soutiennent personne, qui étaient dans les stations de service en train de travailler, d'autres dans le supermarché, d'autres dans leur propre boutique, d'autres dans des banques. Je le vois ici à Kassor avec la banque CBAO et d'autres. Leurs biens ont été détruits, d'autres ont perdu leur vie,
Et aujourd'hui, on se lève et on dit que ces faits-là, ça ne compte plus. Je pense que ça, c'est extrêmement grave pour un pays de droit. Dans ce cas-là, est-ce qu'une loi d'amnistie peut être votée sans pour autant situer toutes ces responsabilités? Non, mais il fallait d'abord faire l'enquête. Dans les autres pays où on a voté une loi d'amnistie, c'est que les familles ont pardonné. C'est que les coupables ont reconnu les faits. Rwanda, Afrique du Sud, Niger et d'autres. Les gens ont déposé des fois les armes pour venir dire nous nous excusons et après nous voulons la réconciliation. Dans ce cas de figure, il n'y a même pas eu, les enquêtes ne sont pas menées. Et donc on pardonne à des gens. Oui, il y a des innocents, oui, il y a des détenus politiques, mais n'empêche, la justice doit se faire au nom de ceux qui ont subi des préjudices. Tout à fait. Matériaux, moraux et tout ça là, ça ne renforce pas notre démocratie. Ça veut dire que moi, Cheikh Omar, si demain je viens ici et que j'ai un opposant aussi dur avec moi comme Thierno Bocoum, on est capable d'aller à l'extrême. C'est ce qui est arrivé entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Tout à fait. Pour aller à l'extrême, on a entendu tous les noms, Gatsa, Koudessa Yaïdjurat, et tous ces mots-là. Et de l'autre côté, on a vu le renforcement des forces de sécurité avec un abus extrême, avec un abus extrême des forces de défense et de sécurité sur les populations et les jeunes, avec des balles réelles qui ont été tirées. Et à la fin de la journée, parce que deux acteurs se sont parlé, parce qu'il y a eu des négociations que les Sénégalais ne connaissent pas, on finit par dire tout ça, on les met à perte à profit au nom de la réconciliation nationale. Mais on n'est jamais allé en guerre. Il n'y a jamais eu de problème entre les Sénégalais. Les institutions marchent bien. Les institutions ont toujours marché comme il le faut. Pourquoi donc on est arrivé à un stade à la fin de la journée où le président de la République devait simplement quitter le pouvoir et laisser le prochain président gérer ces questions-là? Il y a eu ce forcing. Et ça, vraiment, je pense qu'il y aura des conséquences fâcheuses pour notre démocratie. D'ailleurs, certains disent que c'est une loi d'amnistie fast-track. Pourquoi cette précipitation-là? C'est même plus qu'une loi fast-track, c'est une loi de super fast-track. Parce que dès qu'elle a été déposée, on l'a adoptée en commission et le lendemain, on a appelé les députés. À quelle fin, à quelle raison, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été négocié, on ne sait pas. Et ça, je pense, ça va laisser des séquelles pour toutes ces familles qui réclament justice. Aujourd'hui, ça veut dire que les acteurs politiques sont au-dessus des lois. Ceux qui doivent faire respecter les lois, ceux qui doivent protéger nos constitutions, ceux qui doivent protéger les citoyens, ceux qui doivent protéger les travailleurs, ceux qui doivent protéger les mamans, les enfants, l'école, l'étudiant, décident du jour au lendemain de se battre et du jour au lendemain de faire la paix au nom et sur le dos du contribuable et du citoyen sénégalais. C'est une grande injustice, à mon avis. Mais est-ce qu'en outre, le président Macky Sall ne cherche-t-il pas à protéger ses proches également? Les gens se posent cette question-là. Oui, la question est là. Et la question est légitime. Qu'est-ce qu'il est passé pour que le président de la République veuille, coûte que cette loi-là? Est-ce que ce n'était pas une des raisons fondamentales pourquoi on a reporté les élections? Pour donner le temps au président de la République d'introduire cette loi d'amnistie? C'est une question. Parce qu'au début, on n'en a pas parlé. Cette loi-là, si les élections étaient tenues le 25 février, cette loi-là n'aurait jamais eu lieu. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette loi-là a été négociée au point où le président de la République a pris le risque de repousser les élections pour la faire passer? Qui a négocié au nom du président de la République? Quel a été le niveau d'implication de Ousmane Sonko dans les négociations pour qu'on en arrive là? Ce qui est sûr et certain, pour moi, à mon avis, aujourd'hui, l'ex-Pastef ne peut plus parler d'anti-système ou de système. Et on montre que nos intérêts en négociation politique... Donc ça veut dire qu'ils ont négocié, peut-être? Non, il n'y a pas, ça veut dire qu'ils ont négocié. C'est normal, c'est en politique. C'est en politique. Ils sont dans le champ politique et ils se sont rendus compte qu'il y a des réalités politiques. Le PDS l'a fait dans le passé avec le PS, d'autres l'ont fait, c'est normal. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, mais est-ce que c'est tous ces acteurs politiques, pas dans le cadre de pacifier l'espace politique parce que c'est trop tendu ces temps-ci?
Non, mais les élections devaient se tenir. Les gens s'étaient préparés pour aller aux élections. Après, c'était fini. L'espace politique se pacifiait par lui-même. Parce que si le nouveau président allait venir, il allait prendre des décisions, il allait obligatoirement s'asseoir avec les acteurs politiques pour avoir un nouveau départ. Je pense que ça, ce n'était pas le problème. On a créé des crises virtuelles, on a créé une tension virtuelle. Pourquoi? Pour en arriver là. Parce que de toute façon, les élections vont se tenir. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées, des pressions ça et là sur le président de la République. Et au final, c'est le citoyen sénégalais qui reste le perdant, parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui restent indécis par rapport aux élections présidentielles du 24 mars 2024. Alors, est-ce que cette loi ne crée pas une discrimination, d'autant plus que les bénéficiaires n'en veulent pas du tout? Oui, non, ça dépend. Il y a deux bénéficiaires. Les bénéficiaires, quand vous prenez... Qui sont les deux bénéficiaires? Les bénéficiaires, d'abord, il y a les partis politiques, l'ex-PASTEF. Pour moi, quand je parle de bénéficiaires, je pense aux détenus politiques, les gens qui ont été en prison. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, il y a certains, les faits qui ont été vraiment sur le dos de Mars, parce que n'oubliez pas que ce soit Ousmane ou que ce soit Diomaye Faye et d'autres, il y avait des faits qui ont été retenus contre eux. Et ces faits-là disparaissent avec le vote de l'amnistie. De l'amnistie, tout à fait. Les détenus n'en veulent pas parce que les détenus, on ne les a jamais jugés. Donc ils pouvaient avoir juste une liberté provisoire et après être innocentés par voie de recours, par la voie normale d'une justice. Et ça, c'est les deuxièmes bénéficiaires dont je parle aussi, c'est ceux qui entourent ou ceux qui ont commis des crimes autour du président de la République. Parce que ça aussi, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a énormément d'abus de pouvoir. Et ces abus de pouvoir-là ont eu des conséquences. Donc, c'est pourquoi je dis il y a différents bénéficiaires. Mais les victimes réelles n'en voulaient pas. Tout à fait. Et nous les avons entendus crier tout fort qu'il faut que justice soit faite. Alors, la loi d'amnistie votée, quelle sera la responsabilité des députés qui ont examiné cette loi? C'est une responsabilité morale. Mais en fin de journée, la loi est passée. Maintenant, comme je dis, c'est avec le temps qu'on verra les conséquences de cette loi-là. Mais dans cette loi-là, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces députés qui l'ont voté auront un regret, un regard après pour dire tout ça pour ça. Alors, cette loi d'amnistie votée, mais seulement on a noté la neutralité des députés de l'ex-PASTEF. Alors, est-ce que Sonko n'a pas réussi moi, je pose cette question-là, je la pose de cette manière-là, parce que est-ce que Sonko n'a pas réussi à dévier le piège tendu par le gouvernement? Si on sait qu'il pouvait ordonner un oui ou un non pour que les gens puissent trancher. Mais il est neutre. Ils sont neutres. Oui, non, mais ils n'ont pas déjoué. Ils ont joué le jeu. Aujourd'hui, avant, vous entendez, par exemple, dans les réseaux sociaux ou les souteneurs... Donc la neutralité, ça veut dire qu'ils ont joué le jeu. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on dit? On disait aujourd'hui au Sénégal, quand on disait ça souvent sur les réseaux sociaux et partout, il n'y a pas de neutre. Il faut que vous choisissez votre camp. Maintenant, aujourd'hui, soit vous dites oui, soit vous dites non. Ça a été imposé à un moment à beaucoup de personnes ici. Et aujourd'hui, ce qu'il imposait, à savoir l'ex-PASTEF, ils sont devenus subitement neutres par rapport à cette loi-là. Et même, il y avait des colibés sur ça en disant qu'ils sont passés de patriotes à neutriotes. Donc, c'était plus ou moins la posture, et je comprends, c'est une posture politique, pour dire demain, nous, on n'a jamais rien demandé. Mais si vous n'avez rien demandé et que vous ne voulez pas de cette loi-là, vous votez complètement non et vous la dénoncez. Je vois, bon, j'ai vu certains députés aussi le faire, de l'ex-PASTEF, ce qui est bien. Mais en fin de journée, nous constatons seulement que certains ont vraiment souhaité que cette loi passe parce qu'elle réglait beaucoup de problèmes pour eux.
Donc, on a joué le jeu sur le dos des Sénégalais. Oui, je vous ai dit que cette loi-là, c'est une négociation qui a été faite parce qu'elle devait profiter à certaines personnes, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Les négociations les négociations ont été faites aussi pour aboutir à cela. Aujourd'hui, sur cette question-là, il n'y a pas de doute. Ok. Alors, une plainte contre le président Macky Sall et les ministres Antoine Diome et Ismaïla Madior Fall, ainsi que plusieurs hautes autorités à la Cour pénale internationale et à La Haye, est très sérieuse. Parce qu'une plainte a été oui, mais je ne pense pas. Je ne suis pas un juriste. Je ne pense pas que cette plainte va passer. Va faire long feu. Ok. Pourquoi? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que les procédures à La Haye sont très complexes et généralement il faut, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, qu'il y ait vraiment que l'État ou les gouvernants arrivent à une situation de guerre civile. Et on a vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Même si on déplore et on dénonce les morts ici au Sénégal, il n'y a pas encore eu d'enquête. Peut-être qu'on peut faire des enquêtes, mais je doute fort que cette plainte-là aboutisse à quelque chose. Je ne suis pas juriste quand même. Il faut rappeler aussi que le président de la République, la Constitution le protège énormément au Sénégal. Par exemple, au niveau du Sénégal, mais est-ce que oui, mais même à l'international, c'est pas aussi évident qu'un président de la République soit arrêté sur des faits. On l'a vu ici. Il faut que ces faits-là, comme je l'ai dit, de mon expérience, de ce que j'ai vu, la plupart des présidents qui ont été à ce stade avec La Haye, c'est parce qu'il y a eu des guerres civiles, c'est parce qu'il y a eu des exactions énormes dans ces pays-là, avec un déplacement de population, d'exode rural et toutes les conséquences de viol. Donc, il faut documenter cela. Je ne suis pas sûr, mais bon, l'histoire nous dira. Ok, mais de toute façon, ceux qui ont déposé cette plainte-là ont des preuves à l'appui avec des images et des vidéos. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. J'ai juste dit que jusqu'à quel niveau la Haye va s'impliquer dans une question pareille. Est-ce qu'ils vont considérer que c'est une période de trouble politique? Mais la Haye juge généralement des faits très très graves. Je ne peux dire pas que ces faits qui ne sont pas là ne sont pas graves, mais comme je l'ai cité tout à l'heure, moi de mon expérience, les faits que la Haye a eu à prendre des dossiers qui sont liés à des guerres, à des coups d'État où il y a eu des exactions, des morts, des déplacements, des viols, donc énormément documenté pour ça. Maintenant, on a eu des périodes troubles, il y a eu des responsables de part et d'autre, que ce soit l'État, que ce soit l'opposition. Donc, mais bon, si aujourd'hui la Haye peut se saisir de ce dossier-là, on verra. Mais moi, j'ai juste mes doutes sur ça. Ok. Alors, sortons sur le dossier de la Haye. Alors, parlons de toute autre chose. Monsieur, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous recevons monsieur Cheikhou Omar Sy, président de la plateforme de l'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes avec Liggéey Kat Yi. Alors, honorable, vous, en tant qu'acteur politique, une élection programmée à une date précise, puis reportée brusquement, sans consensus ni rien. Et quelle est votre appréciation sur cette situation-là? Oui, c'est extrêmement grave parce que pour la première fois de l'histoire du Sénégal, une élection est reportée. Présidentielle, plutôt. Et c'est reporté à 10 heures de l'ouverture même de la campagne. Sur des faits qui, jusqu'à l'heure où on parle,
n'ont pas été étayés par des preuves. Le président de la République du Sénégal, sur la base d'un communiqué du PDS, qui a émis des soupçons de corruption sur 2 juges au niveau du Conseil constitutionnel et sur le candidat de Benno Bokk Yakaar, ont poussé le président de la République à prendre une décision par décret de repousser les élections présidentielles. Ce qui est, à mon avis, inédit. Mais les faits, à ce jour, n'ont pas été démontrés. On a eu une situation où on a mis une commission d'enquête parlementaire et après, cette commission parlementaire, même, elle est morte de sa belle mort parce que quand une plainte a été déposée par le monsieur Cheikh Ndiaye, le magistrat, auprès du procureur, il était obligé de se saisir du dossier. Tout à fait. Donc, et monsieur Cheikh Ndiaye avait déposé une plainte contre X. Le PDS a reculé pour parler de soupçons de corruption, de soupçons de conflit d'intérêts sur le processus, mais jusqu'à présent, il n'y a eu jamais de preuves. On a parlé aussi de crise institutionnelle. Cette crise n'a jamais existé parce que c'est cette même institution qu'on accusait, le Conseil constitutionnel. C'est elle qui a rejeté la loi qui a été déposée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est revenue à la charge? Non. Le président de la République a pris acte. Le président de la République est allé faire un dialogue. C'est ce même Conseil constitutionnel qu'on accuse de corrompu. C'est ce même Conseil constitutionnel qui a rappelé au président de la République qu'ils sont les garants de la Constitution et qui lui imposent d'organiser les élections. Tout à fait. Donc, à ce stade-là, je vois que la démocratie sénégalaise, les institutions fonctionnent normalement et qu'il n'y a jamais eu une situation qui devait permettre au président de la République d'arrêter le processus électoral. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas mener peut-être une enquête parallèle au lieu de bloquer ce processus? Oui, c'était mon avis. S'il fallait laisser une enquête parallèle, saisir et après prendre les actes nécessaires, si c'est avéré. Mais il ne fallait pas. Parce que après, on ne parle même plus de ces soupçons-là. On ne parle même plus de cette question-là. On a parlé de spoliés, on a parlé de Karim Wade, on a parlé d'autres choses, mais on n'a jamais parlé de ces preuves qui ont été à l'origine de l'arrêt du processus électoral. Et donc, il fallait juste mener l'enquête et laisser le Conseil constitutionnel, à la fin de la journée, décider. Même si on considère, et ça, tout le monde l'a vu, que le Conseil constitutionnel a quand même on a constaté des manquements. On a eu le cas de Rose Wardini, on a eu d'autres cas. Mais ça, c'est à corriger. Mais c'est nous-mêmes Sénégalais. C'est la loi. C'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale qui a donné les prérogatives au Conseil constitutionnel de faire un travail et de leur dire certaines de vos décisions ne sont pas passibles de recours. Elles sont définitives. Ça veut dire que même s'il y a des erreurs, vous ne pouvez pas revenir sur vos décisions une fois que c'est définitif. Et donc, il faut attendre que le processus se termine, qu'on revoie qu'est-ce qui n'a pas marché. S'il y a des actions à mener et pour améliorer le fonctionnement du Conseil constitutionnel, il faut le faire. S'il y a des actions à mener dans le cadre des parrainages qui ont posé beaucoup de problèmes, il faut le faire pour que le processus soit plus transparent et pour que les gens participent. Mais dans un État normal, on ne peut pas avoir 80 candidats à la présidence. Ça aussi, c'est un problème. Tout à fait. Parce que la gestion d'un État est un fait extrêmement important dans la vie d'une nation. Vous ne pouvez pas prendre 18 millions de Sénégalais et le donner à n'importe qui. Ça, c'est notre vie, c'est notre éducation, c'est notre santé, c'est notre quotidien qu'on donne à des présidents pour qu'ils décident. Et ça, on ne peut pas le vendanger. Donc, ça veut dire que vous êtes pour le parrainage? Non, je n'ai pas dit que je suis pour le parrainage. J'ai dit. Mais la manière dont j'ai dit qu'il y a eu des manquements. Il faut les améliorer. Est-ce qu'il faut maintenir le parrainage ou pas? C'est une discussion qu'on peut discuter parce qu'on est allé au dialogue avant pour régler ces questions. Les candidats ont accepté d'aller sous ce format aux élections. On arrive au moment des décisions, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel, ils remarquent des manquements, ils disent qu'il faut arrêter le processus pour retourner dialoguer, pour retourner encore faire les élections. Ça n'a pas de sens. Tout à fait.
on évalue ce qu'il y a comme erreur à la fin du processus, on se met tous tranquillement, sans tension, sans émotion autour d'une table, on dit le parrainage pose problème, on l'élimine, on le remplace par ça. La caution, on l'amène à 75 millions pour réduire le nombre de candidats ou 50 millions, mais une fois que vous déposez ça au niveau de la caisse de dépôt et consignation, si vous ne remplissez pas les conditions, vous perdrez la moitié, ou si vous allez aux élections, si vous n'avez pas 5% de l'électorat, vous perdez toute votre caution. On met des mécanismes pour éviter, parce qu'on a vu que les gens ont déposé. Après le dépôt, c'était comme un jeu. Ils sont allés retourner récupérer leur argent. Si c'est un rejet, ils partent. Ils récupèrent. Et donc, il faut faire ces verrous-là pour que quand vous déposez, et que si vous ne remplissez pas vos conditions, c'est un travail qui a été fait. Vous dites, vous allez perdre les 50% si vous revenez ici et que le travail n'est pas bien fait. Tout à fait. Aujourd'hui, si vous êtes validé, si vous n'arrivez pas à avoir les 5% de l'électorat, votre argent, parce qu'une élection, ça coûte cher. Trop cher même. Trop cher pour le contribuable sénégalais. Tout à fait. Donc, il ne faut pas s'amuser avec les deniers publics et que des gens, pour juste avoir un nom, pour être visible, se lèvent et disent « Oui, moi je suis candidat » pour la forme, sachant qu'ils ne remplissent ni les conditions, sachant qu'ils n'ont ni les moyens de sortir de leur quartier. Okay. Parce que peut-être qu'ils veulent remplir leur CV, c'est important aussi. Mais... Oui, mais c'est une mauvaise manière de remplir votre CV. Parce que dans un CV, vous mettez ancien candidat, ça ne signifie rien du tout. Ce n'est pas un diplôme. Ça ne donne rien, aucune prérogative que de dire j'ai participé à une élection. Tout à fait. Alors, monsieur, si Amadou Ba, votre candidat, est le candidat choisi par le président de la République, et Benno Bokk Yakaar, mais on ne le sent pas sur le terrain politique jusqu'à nous faire penser qu'il est impopulaire. Ça vous dit quoi, ça? Je ne pense pas que Amadou Ba est impopulaire. Je pense que le nom qui est le plus prononcé aujourd'hui au Sénégal, c'est Amadou Ba. Ça, il faut le reconnaître. Autant vous pouvez accepter... Parce qu'il est le Premier ministre ou bien parce qu'il est le candidat de Benno Bokk Yakaar? Il est le candidat de Benno Bokk Yakaar, c'est une chose, mais sa personnalité est énigmatique pour beaucoup de Sénégalais. Parce que le Sénégalais est habitué à une personne qui s'épanche beaucoup dans les médias, à une personne qui, pour un oui ou pour un non, vous fait une conférence de presse, appelle les médias, et tout le temps sur c'est normal. C'est de l'animation politique. Amadou Ba est avant tout un homme d'État. Amadou Ba est avant tout un administrateur public, un commis de l'État, qui a été formé depuis le simple service jusqu'au poste où il a récemment occupé le Premier ministre dans la gestion de l'État. Donc, il a beaucoup de réserves et il a beaucoup d'expérience qui ne lui permettent pas aujourd'hui d'avoir la même attitude qu'un Cheikh Oumar Sy. Donc, l'homme est là. Maintenant, ce n'est pas un politique comme les autres, mais quand même, il a pu, parce que ce n'est pas n'importe qui, après 12 ans de règne, que le président de la République, avec même un appareil comme l'APR, se retourne et dit, mon choix, je le porte sur Amadou Ba. Ce n'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. Et la raison est la chose la mieux partagée. Okay. Mais donc, dans ces conditions-là, Amadou Ba est présent sans ouvrir déjà, sans s'exprimer dans le champ politique. Amadou Ba est resté zen pendant toute la période où il y a eu des coups et des contre-coups par rapport à sa candidature. Amadou Ba a pu maintenir aujourd'hui son image propre malgré toutes les accusations. Et je suis sûr, d'ici peut-être 24 heures, vous allez l'entendre parler, parce que il est Premier ministre et il a dit, j'ai des réserves par rapport à mon posture de Premier ministre. Si ces charges n'étaient pas sur lui aujourd'hui, il aurait répondu. Il aurait été sur le starting block comme les autres politiques. Les autres n'avaient pas d'obligation étatique. Mais lui, il a une obligation étatique. Et en plus, d'autant plus qu'il est le Premier ministre. Aujourd'hui,
vous allez le voir, ça je vous le garantis, dans moins de 24 heures, vous allez entendre Amadou Ba. Okay. Et vous saurez aussi que cet homme-là est un homme qui maîtrise les rouages de l'administration publique, mais qui a une bonne connaissance, une bonne maîtrise de l'économie sénégalaise, et ce qui est important. Ok. Et le choix d'Amadou Ba ne fait pas l'unanimité au sein de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que de manière démocratique, qu'il ne fallait pas organiser des primaires et procéder à un choix démocratique, selon vous? Vous savez, c'est les acteurs, c'est les membres du parti de Benno Bokk Yakaar, c'est les membres de l'APR qui ont dit clairement au président de la République: nous vous faisons confiance, et donc votre choix est notre choix. Quand le président de la République a demandé qui veut être candidat, certains ont levé la main. Amadou n'a jamais été demandé d'être candidat. On lui a demandé, il a dit c'est un choix du président de la République. Le choix est porté sur lui. Oui, donc le choix est porté sur lui. Il n'a jamais été demandeur, il n'a pas levé, il n'a pas... C'est le choix a été porté sur lui. Maintenant, s'il y a des fautifs ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, c'est pas la faute d'Amadou Ba. C'est le président de la République, de manière plus ou moins démocratique dans la manière où il gère son parti, qui a décidé que c'est Amadou Ba qui est mon meilleur choix et qui est un choix de raison. Et moi, je pense que dans la vie, mieux avoir raison que d'être dans de l'émotion. Parce que moi, je peux aujourd'hui, pour des raisons émotionnelles, m'engager dans des choses qui, au final, peuvent porter préjudice à ce que je fais. Par contre, si j'ai une raison de réfléchir et d'utiliser, de décider de manière transparente et claire, ça, je pense que les décisions seront importantes pour le pays. Alors, on a vu certains membres du gouvernement, dirigés même par Amadou Ba, s'attaquer directement à lui. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été poussés par quelqu'un qui ne veut pas d'Amadou Ba et qui ne peut pas le crier tout fort? Oui, bon, on l'a constaté. On l'a vu. On peut même citer... Oui, Mamadjan, Thérèse Faye, donc on l'a vu. Mais à la fin de la journée... Et pourtant, ils s'attaquent à leur patron. Oui, d'accord, mais à la fin, non, ils ne s'attaquent pas à leur patron. Il est le chef. Le patron, c'est le président de la République. Amadou Ba était le chef du gouvernement, qui coordonne le gouvernement. Et eux, ce sont des Maintenant, ministres. ils ne s'attaquent pas à Amadou Ba, ils s'attaquent au choix de Amadou Ba. Donc, ils s'attaquent au président de la République. Amadou Ba ne s'est pas auto-choisi. Donc, s'attaquer à Amadou Ba, c'est s'attaquer au choix du président de la République. Aujourd'hui, de toute façon, à la fin de la journée, Amadou Ba reste candidat. Et ce n'est pas le Benno Bokk Yakaar qui a un problème avec Amadou Ba, c'est l'APR en tant qu'appareil. Donc, certains caciques de l'APR. Mais à la fin de la journée, comme je vais le répéter, il reste le candidat. Il va aller aux élections. Et, Inch'Allah, il va gagner. Alors, qui vivra verra, de toute façon. Alors, à l'issue du conseil des ministres tenu le mercredi passé, le président Sall a dissous son gouvernement. C'est une mesure à laquelle personne ne s'attendait. Est-ce que c'est une bonne décision pour le Premier ministre? Oui, mais je pense que c'est une suite logique. Amadou Ba ne pouvait plus continuer d'être ministre et être candidat pour aller aux élections. D'abord, on lui aurait reproché d'utiliser les derniers de l'État pour pas battre campagne, ce qui déjà commençait à se sulfurer avec ses déplacements en tant que Premier ministre. Pour garantir l'équité et vraiment l'égalité avec tous les autres candidats qui sont en lice, il fallait que le candidat Amadou Ba démissionne de son poste de Premier ministre. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette posture-là. C'est une posture pour moi républicaine et juste parce que vous allez en compétition et vous ne devez pas, dans cette compétition-là, vous montrer plus ou moins à l'avantage avec l'appareil, l'utilisation des deniers publics. Je pense que le président Amadou Ba l'a voulu et l'a soumis aussi au président de la République. Ils ont discuté, il avait dit que si le Conseil constitutionnel décide de la date des élections, je vais me démettre de mes fonctions de Premier ministre pour pouvoir me consacrer à ma candidature. Tout à fait. Alors, ça c'est clair.
Alors, il a réagi, d'ailleurs, M. Amadouba, le Premier ministre, il a réagi en disant qu'il se consacrera désormais pleinement à sa campagne présidentielle avec l'objectif de remporter l'élection dès le premier tour. Alors, ma question, est-ce que c'est possible de gagner actuellement au Sénégal une élection présidentielle au premier tour? Oui, c'est possible parce que c'est les électeurs qui décident. Si aujourd'hui, à l'issue des 12 jours, malheureusement aujourd'hui on a 12 jours qui sont presque 2 semaines de campagne, on le fait aussi pendant le mois de Ramadan, tout est un contexte particulier. Et à l'issue de cela, c'est les électeurs sénégalais qui vont décider de la destinée de qui va gagner les élections. Et je crois que les résultats peuvent être pliés dès le premier tour si le programme est convaincant, si la personne à l'issue de ces 2 semaines-là arrive à convaincre que les Sénégalais, la priorité avant tout c'est la paix, parce que la paix c'est dans ça qu'on construit une nation, que la priorité c'est l'éducation, parce que pour pouvoir construire une nation, il faut que les gens soient bien éduqués, bien formés. C'est la création d'emplois pour les jeunes, parce que pour qu'une économie fonctionne, il faut que la jeunesse soit opérationnelle et qu'il y ait une riche main-d'œuvre, que l'économie soit structurée et industrialisée, que la santé soit garantie pour tous. Tout cela, se retrouve dans la vision du candidat Amadouba. Maintenant, oui, on peut aller aussi au deuxième tour. Ça, c'est une forte probabilité aussi, parce que les élections sont indécises. Il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui qu'il y a une opposition forte. Ici aussi est présente. Si je vous pose cette question, c'est parce que toutes les alternances qui ont eu lieu, c'est à partir du deuxième tour. Oui, je dis, c'est fort possible. Maintenant, gagner au deuxième tour, c'est aussi fort possible. Pour moi, l'essentiel, c'est que la démocratie gagne. Et nous avons un candidat, il a un programme, il a une vision, il connaît les rouages de l'État, il maîtrise le volet international et national, il connaît les enjeux géopolitiques au niveau sous-régionaux, il est aguerri. Je ne pense pas que les Sénégalais doivent faire fi de tout cela pour aller vers l'aventure. Pour moi, à mon avis, et c'est un avis objectif, si j'avais vu quelque chose d'autre, je n'allais pas soutenir la candidature d'Amadouba. J'essaye de mettre avant tout l'intérêt de la nation, de la République au-dessus de tout. Maintenant, si par extraordinaire aussi le candidat, on ne le souhaite pas, ne gagne pas, c'est la démocratie qui gagne. Parce qu'on reste dans le cadre républicain, le nouveau président sera installé, les Sénégalais pourront ouvrir un nouveau chapitre, et à ce moment-là, on jugera le président qui va s'installer par rapport à ses actions politiques, sociales et économiques. Ok, merci. Alors, Moucheba, il nous reste que 2 minutes. Alors, à quelques jours du démarrage du mois béni de Ramadan, les 19 candidats validés vont devoir battre campagne durant le Ramadan. C'est inédit dans un pays comme le Sénégal. C'est inédit, mais c'est une bonne chose. Comme c'est un mois béni et comme on doit jeûner, et j'espère que les candidats diront que la vérité, la stricte vérité, durant un mois béni, où on ne va pas faire de politique politicienne. C'est inédit, mais il faut que les gens s'adaptent. Et je pense qu'aussi qu'on est conscient de ça. Et c'est inédit parce que pour la première fois, les élections présidentielles ont été repoussées au Sénégal. L'essentiel, c'est que le 2 avril, qu'on ait un nouveau président. L'essentiel, c'est que le 2 avril, que les Sénégalais sachent que la démocratie est restée debout. L'essentiel, c'est que le 2 avril, qu'on se réveille tous ensemble, unis, dans la paix, pour aller vers la prospérité partagée. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ok. Alors, on vient d'avoir une information qu'avec le nouveau gouvernement, un ministre de l'Intérieur a été nommé, Mohamedou Makhtar Cissé.
et on a l'habitude de voir que c'est le ministre de l'Intérieur qui va organiser les élections. Alors, et l'opposition demande une personnalité neutre pour organiser ces élections-là, et on vient tout juste de nous dire que Mohamedou Makhtar Cissé est nommé ministre de l'Intérieur. Et lui, il est de l'APR, n'est-ce pas? Il est de l'APR. Est-ce qu'il y aura... je pense que je serai plus ou moins mitigé sur ça. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais l'homme que je connais, que j'ai eu à pratiquer en tant que député, que je connais dans l'exercice de ses fonctions, parce que nous avons aussi partagé des panels lorsqu'il était ministre du pétrole et des gaz. Il a été ministre du budget. J'ai toujours vu un homme pondéré, un homme qui est resté républicain, qui est resté ancré à ses valeurs qui sont la droiture. Et je pense que ce choix-là, parmi tant d'autres que je vois dans le gouvernement aujourd'hui, c'est le choix le plus, pour moi, le plus mesuré et le plus équilibré. Et je félicite Mohamedou Makhtar Cissé pour sa nomination. Je crois qu'il a beaucoup d'ouverture d'esprit, mais il reste ferme sur les principes régaliens de l'État. Et c'est un homme aussi que je connais qui peut, à l'issue du scrutin, donner les garanties de la transparence. C'est l'homme que je connais. Maintenant, l'histoire jugera. L'essentiel pour moi, c'est que le 24 mars, les Sénégalais se réveillent, aillent aux urnes, dans des conditions les meilleures, pour voter pour un président capable de nous amener vers la paix, vers la prospérité, vers la cohésion sociale et vers l'unité. Merci, M. Si, honorable député. Alors, votre dernier mot, vous faites un appel simplement? Oui, je fais un appel aux Sénégalais. Parce que aussi je suis dans une radio qui s'appelle Océan. Donc, je souhaite qu'on ait un océan de paix, surtout où nous tous on peut se retrouver et nous voir, nous regarder comme des frères, comme des sœurs, et qu'on sache que le Sénégal, chacun, que ce soit un homme, une femme, un enfant, que nous puissions aller ensemble pour l'essentiel, la construction d'une nation où notre dignité soit respectée, où notre économie nous permette de nous épanouir dans les conditions les meilleures et où notre sécurité est garantie pour que l'on ne soit pas violenté au quotidien. Ça, je pense que c'est important parce que nous n'avons rien d'autre que ce Sénégal-là. Ce Sénégal ne s'appelle pas ni Si, ni Sall, ni Mbaké, ni Fofana, ni Atepa. Ce Sénégal est un et indivisible. C'est un Sénégal qui est là pour nous tous et que nous allons léguer aux générations futures. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Merci et on dit Amin parce que vous avez le droit de prier en tant que petit-fils de Cheikh Omar Tall. Alors, nous remercions nos très chers auditeurs qui nous ont suivis durant tout au long de ce débat. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, qui nous a facilité vraiment la tâche pour travailler dans d'excellentes conditions. La partie technique a été assurée par M. Ibrahim Diop. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça a été beau. C'est pas facile, mais c'est ça. Merci quand même, vraiment.